le garçon de la montagne. Au cœur d'une vaste étendue sauvage, un jeune garçon de la montagne posait les dernières planches de sa minuscule cabane de rondins. Le vent s'était levé, lourd de promesses. Orageuse, et les nuages gris foncés descendaient lentement le long des crêtes comme des bêtes en chasse. Abandonné par ceux qui auraient dû le protéger, il ne lui restait que ses mains. Sa volonté farouche et le refuge qu'il avait construit de ses propres bras, avec le bois tombé des arbres. Quand la nuit tomba, la montagne prit vie. Des craquements résonnaient au loin branches. Brisés, échos incertains et parfois, un hurlement lointain traversait l'air glacé. La porte qu'il avait façonnée grinçait à chaque rafale, comme une plainte. C'était la première fois qu'il affrontait le silence absolu, la solitude sans aucun regard humain pour l'ancrer au monde. Le froid s'insinuait entre les interstices des rondins, mordant sa peau, tandis que la faim lui rongeait le ventre. Entre deux sons, le silence paraissait plus effrayant encore, ce vide vibrant, ce souffle d'inconnu. Mais dans cette obscurité complète, alors que tout semblait vouloir l'éteindre, quelque chose d'inattendu s'éveilla en lui. Une force brute, encore informe, une volonté née de la peur même. Allait-il se briser cette nuit-là, ou bien serait-ce le commencement de l'homme que la montagne voulait forger? Il serrait contre lui une vieille photographie déchirée, dont les bords effilochés témoignaient de l'usage constant. 3 semaines qu'il la portait jour et nuit. On y voyait sa famille réunie autour du feu, lors du dernier Noël, ses parents, sa sœur, et son oncle Jim, ce même oncle dont le sourire confiant avait convaincu tout le monde qu'il était l'homme idéal pour diriger l'expédition dans les hautes terres. Le garçon effleura du pouce les visages familiers, désormais lointains, presque étrangers. C'était Jim qui avait insisté pour qu'il vienne. Ce gamin doit apprendre la vie dure, avait-il proclamé devant les autres hommes. La ville la ramollit. Quelques semaines dans les montagnes lui mettront du courage dans le sang. Les autres avaient hoché la tête, mi-convaincus, mi-hésitants. Et, au début, ça avait été merveilleux. Une aventure comme dans les livres, des forêts si vastes qu'elles semblaient avaler l'horizon, des rivières cristallines coulant sur des pierres polies, et des nuits étoilées à couper le souffle. Son oncle lui avait appris à lire les traces d'animaux, à reconnaître les plantes comestibles, à allumer un feu qui dure jusqu'à l'aube avec 3 brindilles et un souffle bien placé. Mais les montagnes se révélèrent plus impitoyables qu'il ne l'avait imaginé. Le trajet prévu de 3 jours vers les anciennes concessions minières devint une odyssée d'1 semaine, entre détours, sentiers effacés et pentes impraticables. Les provisions s'épuisaient trop vite. La faim grignotait les hommes, et les caractères s'aiguisèrent. Chaque jour apportait sa dose d'épreuves, coulées de boue, arbres tombés, ravins sans issue. Puis, un matin, tout changea. Avant l'aube, il avait entendu son oncle se lever discrètement, marchant autour du camp avec la prudence de ceux qui prennent des décisions dont ils ont honte. Le garçon, feignant le sommeil, écouta les voix graves échangées à voix basse. Nous avons 3 jours de retard, et l'hiver arrive plus tôt que prévu. Le gosse nous ralentit. Il n'a pas la cadence. Il y a de l'eau ici. Et un bon abri naturel. Il sera en sécurité jusqu'à notre retour. Quand reviendrons-nous? Quand nous aurons trouvé les concessions. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mieux vaut ça que de le voir mourir de froid sur la route. Le garçon s'était figé, le cœur battant. Ce n'était pas un cauchemar, c'était la réalité. Quelques instants plus tard, il sentit une main rugueuse se poser sur son épaule. Ouvrant les yeux, il vit le visage de son oncle dur, fatigué, et traversé d'une ombre de regret. « Écoute, fiston, dit-il doucement. Le chemin devant nous est trop dangereux pour toi. Tu vas rester ici, là où c'est sûr. On reviendra dans 2 semaines, 3 au plus. » Le garçon voulut protester, promettre qu'il pouvait marcher plus vite, qu'il serait courageux. Mais il lut dans les yeux de son oncle que la décision était déjà prise. Alors, il hocha la tête, tentant d'avoir l'air fort, tandis que son univers s'écroulait. Ils lui laissèrent 1 semaine de provisions, une bâche et la vieille hachette de Jim. « Tu es plus solide que tu ne le crois, » dit l'homme en lui glissant l'outil dans la main. « Utilise-la pour le bois, pour construire ce qu'il te faut. » Puis il s'en allèrent dans la brume du matin, leurs silhouettes avalées par les pins. Ne resta bientôt que le bruissement des feuilles et le bruit de leurs promesses qui s'éteignaient avec le vent.
Les 3 premiers jours furent un enfer. Il bâtit un abri de fortune contre un tronc renversé, où il grelottait sous une pluie qui traversait la bâche comme si elle n'existait pas. Le sol devint boue, la boue devint froid, et la faim s'installa. Chaque repas était un calcul, une réduction douloureuse des rations pour gagner du temps. Les nuits. Il fixait les flammes et murmurait à la lumière. Ils reviendront. Ils doivent revenir. Mais la 2e semaine s'écoula, et la vérité se déposa sur lui comme le givre du matin. Il ne reviendrait pas. Peut-être avait-il trouvé les mines, peut-être la mort. Peu importait, il était seul, définitivement. Cette certitude faillit le briser. 2 jours durant, il resta prostré. Dans son abri détrempé, survivant à peine, vidé d'espoir. Puis, au matin du 15e jour, quelque chose changea. Était-ce la faim? Le froid? Ou ce feu intérieur hérité de son père? Il se leva. Tituba dehors, observa la montagne qui l'entourait, et prononça à voix haute, comme une prière. Je vais vivre. Pas pour attendre un secours illusoire, mais pour exister pleinement, seul. Il construirait un vrai refuge. Il apprendrait à chasser, à reconnaître les plantes, à survivre dans cet empire sauvage. Le garçon de la ville allait devenir un homme des bois. Il glissa la photo dans sa poche, contre son cœur. Elle lui rappellerait d'où il venait, mais pas ce qu'il deviendrait. Ce jour-là, il trouva la hachette de Jim. Le fer rouillé à moitié enfoui sous une toile pourrie, vestige d'un vieux camp de prospecteurs. Autour de lui, les restes d'une autre histoire, casseroles percées, vêtements déchirés. Outils brisés et les ruines d'un rêve abandonné à l'hiver. Mais la lame, elle, tenait bon, solide et encore affûtée. Il dénicha un morceau de chêne droit parmi les débris et passa 3 jours à fixer la tête du fer. Il découpa des lanières de cuir dans ses bottes pour renforcer la prise, enfonça des coins de bois jusqu'à obtenir un manche sûr. Sa première tentative pour abattre un arbre faillit mal finir. Le pin qu'il avait choisi paraissait mince, à peine 6 pouces d'épaisseur. Mais après 3 coups maladroits, la tête de la hache vola, frôla sa jambe et s'enfonça dans la terre. Tremblant, il reprit son souffle, la remit en place plus solidement, et se souvint des leçons de son oncle, observer l'inclinaison, sentir le poids du tronc, prévoir la chute. Cette fois, il coupa un entaille à l'avant, frappa à l'arrière, et sauta de côté quand le pin s'effondra exactement là où il l'avait voulu. Ce bruit sourd, cette victoire minuscule, lui fit monter les larmes aux yeux. Ce n'était pas une note de cour ni un compliment d'adulte. C'était la preuve tangible qu'il pouvait transformer le monde autour de lui. Mais la joie céda vite la place à la réalité. Le tronc qu'il croyait léger pesait 1 tonne. Il apprit la fatigue, les ampoules, la douleur dans le dos, et le prix de chaque victoire. Il découpa les tronçons, les traîna sur des mètres. Centimètre après centimètre, glissant, haletant, couvert de sève et de sueur. Chaque rondin posé était une conquête sur l'indifférence des montagnes. Quand il posa les premières pierres de la fondation, il comprit que la montagne exigeait précision et patience. Le sol devait être parfaitement de niveau, sinon la moindre rafale ferait craquer l'ensemble. Il échoua une première fois. Après 2 jours d'efforts, il dut tout démonter, découvrant que le terrain, trompeur, penchait légèrement. Alors il recommença. Cette fois, il inventa son propre outil. Une corde remplie d'eau pour vérifier l'horizontalité. Puis il plaça chaque pierre avec soin, chaque tronc avec méthode. Les coins de la cabane nécessitaient des encoches parfaites. Des assemblages qui verrouillaient le tout comme des pièces de puzzle. Ses premiers essais étaient grotesques, les interstices laissaient passer le vent, les coins ne tenaient pas. Mais l'échec devint son maître. Il apprit à choisir les troncs du bon diamètre, à tailler les encoches précises, à resserrer les joints avec des coins de bois. Lentement, le carré s'éleva. Plus droit à chaque rangée. À la fin de la première semaine de travail sérieux, 3 assises de rondins entouraient déjà un espace de 8 pieds sur 10, les premiers murs de son royaume. Le soir, il s'assit devant ce qui commençait à ressembler à une maison. Le vent soufflait toujours, le froid restait mordant, mais il y avait dans l'air une nouvelle chaleur, celle de la volonté humaine. Il leva les yeux vers la cime des pins et murmura. « Je ne suis plus un enfant perdu. La montagne m'a choisi, et je la choisirai en retour. » Et quelque part, dans la forêt silencieuse,
Le tonnerre répondit comme un battement de cœur. Il ne semblait pas bien grand. À peine des murs hauts jusqu'aux genoux, qu'un homme robuste aurait pu enjamber sans effort. Et pourtant, c'était bien plus qu'un simple cercle de troncs empilés, c'était le signe qu'il ne se contentait plus de survivre au jour le jour. Il bâtissait désormais un avenir, une bûche après l'autre. La hachette était devenue une extension naturelle de son bras, aussi familière que les battements de son propre cœur. Il apprenait à lire le fil du bois, à reconnaître le point de tension où une bûche se fendra net, à choisir les arbres les plus droits, les plus solides, ceux qui offriraient une charpente digne d'un abri capable de résister à l'hiver. Chaque arbre abattu lui enseignait quelque chose de nouveau sur la forêt, son architecture cachée, son équilibre silencieux. Les animaux observaient ce jeune intrus avec une curiosité méfiante. Les écureuils s'agitaient dans les branches, comme irrités qu'il ose revendiquer un territoire qu'ils pensaient leur appartenir. Chaque soir, une famille de cerfs s'approchait de la clairière pour le regarder travailler. Leurs grands yeux reflétant à la fois la prudence et l'étonnement. Peu à peu, le garçon s'était mis à leur parler, comme pour briser le silence. Il leur expliquait ses projets, ses petites victoires. Les erreurs qu'il apprenait à corriger. Ce coin-là doit être plus serré, disait-il parfois à une biche audacieuse. Mon oncle Jim répétait toujours que les coins, c'est ce qu'il y a de plus fragile dans une structure. Les animaux ne répondaient jamais, mais leur simple présence adoucissait la solitude. Et à mesure que les murs s'élevaient, sa confiance grandissait aussi. Ce qui lui avait paru impossible quelques semaines plus tôt, construire un abri capable de résister au vent, à la neige, à la montagne elle-même, devenait réalité grâce à la persévérance et à la précision. Il comprenait désormais que la nature n'était pas son ennemi. Elle était seulement indifférente, et cette indifférence pouvait être domptée par la patience et le savoir-faire. Un matin, il installa un collet le long d'un sentier qu'il avait longuement étudié. Sous une fine couche de feuilles mortes, le piège était presque invisible, à la hauteur exacte où passerait un jeune cervidé. Il avait observé les traces pendant des jours, distinguant les empreintes fines des biches de sel, plus larges, des mâles. Chaque matin, le sol révélait les allées et venues du gibier entre le ruisseau et les zones de pâture. Le collet, fabriqué à partir d'un fil de métal récupéré dans un vieux camp de prospecteurs, formait une boucle ingénieuse qui se resserrait au moindre mouvement. Le mécanisme de déclenchement venait d'un souvenir d'enfance, son grand-père lui avait un jour montré comment en construire un sur la ferme familiale. Ce qui avait alors semblé un simple jeu se révélait aujourd'hui une question de survie. Quand la jeune biche fut prise, sa mort fut rapide, sans souffrance. Pourtant, le garçon pleura. Agenouillé à côté d'elle, il sentit le poids immense de son geste. Prendre une vie, même pour survivre, c'était franchir une frontière invisible qu'il ne pourrait jamais retraverser. Mais la réalité s'imposait, pour bâtir, il lui fallait des forces. Et les forces réclamaient de la nourriture. Il apprit à honorer l'animal en utilisant chaque partie du corps. Il avait vu son oncle nettoyer des poissons, mais dépecer un cerf était une épreuve infiniment plus complexe. Avec sa hachette et un éclat de pierre aiguisée, il sépara soigneusement la peau de la chair, récupérant tout ce qui pouvait servir. La viande, s'il la conservait bien, le nourrirait pendant des semaines. La peau, elle, deviendrait des vêtements, des gants, des outils. Même les os et les tendons avaient des usages qu'il commençait à découvrir. Il lui fallut 3 jours pour fabriquer sa première paire de gants. Il gratta la peau pour en retirer toute trace de chair et de graisse, jusqu'à en avoir les bras endoloris et l'estomac retourné par l'odeur. Puis il entreprit le tannage, en mélangeant cendre, eau et bois, une recette dont son grand-père avait parlé autrefois. C'était un art plus qu'une science, un processus qui exigeait une attention constante jusqu'à ce que le cuir devienne souple, presque vivant entre ses doigts. Découper et coudre les gants mit sa patience à l'épreuve. Il n'avait pas de modèle, rien d'autre que ses propres mains pour guide. Il cousit les pièces avec du tendon séché, divisé en fils fins, à l'aide d'une aiguille d'os taillée par lui-même. Le résultat était grossier, mais efficace. Les gants protégeaient enfin ses paumes des échardes et des cordes rugueuses. Grâce à eux, la construction progressa plus vite. Chaque tronc devait être choisi avec soin, coupé à la bonne longueur, ajusté parfaitement. Il établit un rythme, abattre les arbres le matin, les débiter l'après-midi, les ajuster au crépuscule,
quand la lumière douce lui permettait une précision plus grande. Les coins restaient le plus grand défi. Chaque bûche devait être entaillée de manière à s'emboîter avec sa voisine, sans clou ni cheville. Ses premières tentatives furent médiocres, laissant des interstices que le vent aurait traversés sans peine. Mais à force d'essais, il affina sa technique. Ses gestes devinrent plus nets, plus sûrs. Il comprit aussi qu'il devait planifier les ouvertures, portes, fenêtres, cheminées. Impossible d'y penser après coup. Il planta des piquets, tendit des cordes, construisit les murs autour de cadres de bois qui garderaient leur forme. Le travail transformait son corps autant que le paysage autour de lui. Les muscles qu'il n'avait jamais sentis se révélaient, douloureux d'abord, puissants ensuite. Ses mains, malgré les gants, se couvrirent de cals épais. Bientôt, ses mouvements prirent la fluidité d'un artisan. Ses progrès se mesuraient non plus en heures, mais en couches de tronc. Les bons jours, il en ajoutait 4 ou 5. Les mauvais. Quand la pluie tombait ou que les ajustements s'avéraient difficiles, à peine une. Mais même les journées les plus rudes laissaient une trace visible, une avancée tangible. Chaque victoire minuscule nourrissait sa détermination. La cabane cessait d'être un rêve. Elle devenait un lieu. Quand il se tenait entre les murs montants, il pouvait imaginer les pièces, le foyer, les meubles simples qu'il fabriquerait plus tard. Il sentait déjà la chaleur d'un feu, la sécurité d'un toit. Le soir, un rituel s'imposa. Il faisait le tour de son œuvre, inspectait les joints, planifiait la suite. Près du feu soigneusement entretenu, les outils reposaient, prêts pour le matin. La peau de la biche séchait sur son cadre, promesse d'autres créations. Peu à peu, le rythme de la montagne devint le sien, travailler avec le soleil, se reposer avec la nuit, mesurer le temps non plus en heures mais en saison. Son ancienne vie à l'école, les horaires, les repas chronométrés lui semblaient désormais appartenir à un autre monde. Ici, il vivait selon la logique du bois et du vent. Ses journées étaient dictées par la lumière et la fatigue, par la nécessité pure. À un demi-mille du chantier, il découvrit un bosquet de bouleaux. Leurs troncs pâles brillaient comme des flambeaux dans la lumière de l'après-midi. Il se souvint alors de ce que son grand-père racontait. L'écorce de bouleau est la meilleure protection contre la pluie. Souple, légère, imperméable, elle valait mieux que n'importe quel matériau manufacturé. La récolter, cependant, n'était pas sans danger. Les meilleures bandes poussaient haut, là où l'écorce était la plus épaisse. Il fallait grimper à 30 pieds du sol sur des arbres qui pliaient sous son poids. Il se fabriqua des crampons rudimentaires, en os de cerf taillé, fixés à ses bottes avec des lanières de cuir. C'était un système primitif, mais cela fonctionnait. Chaque ascension lui coûtait des forces. Ses bras brûlaient. Ses jambes tremblaient, la sueur lui coulait dans les yeux. Parfois, à bout de souffle, il manquait de tomber. Mais il persévérait, apprenant à suivre les lignes naturelles de l'écorce. À la détacher doucement pour éviter les fissures. Les plaques qu'il rapportait variaient en taille, certaines minuscules, d'autres longues de presque 1 mètre. De retour à la cabane. Il triait son butin. Les plus grandes pièces serviraient au toit, les plus petites aux parois ou à des réparations. Il les nettoyait, les découpait, les classait. Puis il commença la dernière phase de son œuvre, la toiture. Ce fut l'étape la plus complexe. Contrairement au mur, qu'il pouvait ajuster peu à peu, le toit exigeait une symétrie parfaite, des calculs précis. Il testa plusieurs modèles à petite échelle avant de se décider pour un toit à 2 pentes, soutenu par des poutres taillées sur mesure. Chaque poutre devait s'ajuster au millimètre près, s'emboîter dans les entailles du faîte et des murs. Il commit des erreurs, recoupa plusieurs pièces, mais refusa la hâte. Quand enfin vint le moment de poser les feuilles de bouleau, il travailla comme un maître couvreur. Il commença par la base, montant rangée après rangée, chaque bande chevauchant la précédente pour que l'eau glisse sans s'infiltrer. Il les fixa avec de fines baguettes de bois vert, qui se resserraient en séchant, scellant la toiture comme une promesse. Le soir où la dernière plaque fut posée, il s'assit devant sa cabane et contempla son œuvre. Ce n'était plus un abri improvisé. C'était une maison, son œuvre, son serment au monde. Autour de lui, la forêt bruissait doucement, ni hostile ni accueillante, simplement présente.
Et dans cette indifférence tranquille, le garçon sentit naître un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la fierté. Il avait vaincu la peur, la faim, la solitude. Et, au milieu du vaste silence de la montagne, il venait de bâtir bien plus qu'un refuge. Il venait de se construire lui-même. La première épreuve du jeune bâtisseur. La première véritable mise à l'épreuve survint un après-midi, sans avertissement. Un grondement lointain précéda l'arrivée d'un orage brutal qui s'abattit sur la montagne alors qu'il travaillait encore sur les dernières sections du toit. La pluie se mit à marteler. Les planches à demi fixées, résonnant comme un tambour sauvage au-dessus de lui. Le garçon, pris de panique, s'efforça de maintenir les dernières écorces de bouleau en place tandis que l'eau s'infiltrait déjà par les interstices, serpentant entre les jointures mal serrées. À l'intérieur, accroupi dans un coin, il observa les gouttes tomber, une à une, traçant des chemins argentés sur les murs bruts de la cabane. Chaque fuite devenait une leçon, un reproche silencieux à sa technique encore imparfaite. Mais la majorité du toit résistait. Ce qui cédait lui enseignait ou renforçait. Ou ajustait. Peu à peu, il apprit à lire la logique invisible de la pluie, à comprendre comment elle cherchait la faille, comment elle trahissait ses erreurs. Certaines infiltrations venaient d'un recouvrement insuffisant, d'autres de morceaux d'écorce abîmés pendant la pause. Chacune avait sa cause et donc, son remède. Il entreprit de réparer méthodiquement, sous la surveillance constante du ciel capricieux. Cela signifiait grimper encore, couper encore, ajuster encore. Mais à chaque correction, la cabane devenait plus solide, plus fiable. Les fuites diminuèrent, d'abord des filets, puis des gouttes isolées, jusqu'à n'être plus qu'un rare murmure lors des plus fortes tempêtes. Lorsqu'enfin, un soir, la pluie se mit à tomber sans qu'aucune goutte ne le touche, le garçon sentit naître en lui une paix qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois depuis le départ de son oncle Jim, il était véritablement à l'abri. Un refuge devenu maison. Les soirs suivants prirent une saveur nouvelle. La pluie, autrefois synonyme de peur, devint musique, un rythme régulier, presque apaisant, qui berçait son sommeil. Le vent, qui autrefois glaçait son sang, chantait maintenant autour des avant-toits comme un compagnon fidèle. L'espace intérieur, comparé au misérable abri sous lequel il avait dormi des semaines durant, lui semblait immense. Il pouvait enfin se tenir droit, marcher librement, respirer sans se sentir écrasé. Peu à peu, la cabane cessa d'être un simple abri. Elle devint un foyer. Il imagina un coin pour dormir, un autre pour cuisiner, une petite zone de travail, et même un espace pour s'asseoir et rêver. C'est alors qu'il entreprit la construction d'un fumoir. Son grand-père lui avait autrefois raconté comment les peuples autochtones préservaient la viande grâce à la fumée. Mais comprendre une histoire et bâtir un système fonctionnel étaient deux mondes différents. Le garçon dut expérimenter, échouer, recommencer. Il façonna une structure d'environ 1,20 m de haut, bâtie comme une petite cabane, des parois tressées de branches vertes et un toit grossier pour retenir la chaleur. À l'intérieur, des barres horizontales supportaient les bandes de viande. En dessous, un feu entretenu avec une précision d'horloger devait produire juste assez de fumée pour sécher et conserver la nourriture sans la brûler. Il plaça le fumoir à l'endroit exact où les vents dominants chassaient la fumée, mais où la pluie ne pouvait pas atteindre son précieux travail. L'annonce de l'hiver. Puis, les signes du changement arrivèrent. Les écureuils se mirent à courir frénétiquement, entassant graines et noix avec une urgence fébrile. Les oiseaux migrateurs disparurent peu à peu du ciel, comme si la montagne elle-même retenait son souffle avant le froid. Même les insectes cherchaient refuge autour de la cabane, se faufilant dans les fissures pour fuir la morsure du gel. Les nuits devinrent plus longues, plus froides. Le matin, une fine pellicule de givre recouvrait le toit et les herbes alentour. Le garçon comprit alors qu'il s'était trompé, il avait cru avoir plusieurs mois devant lui, il n'avait que quelques semaines. Le compte à rebours avait commencé. Course contre le froid. La chasse devint une urgence. Ses collets, qui servaient autrefois à compléter son alimentation, devinrent essentiels. Il étendit son réseau de pièges le long des sentiers de gibier, près des ruisseaux et des clairières. L'expérience affinait son œil, il savait désormais où poser un œuf, où laisser une trace d'odeur, où la proie se sentirait en sécurité.
Mais le travail était harassant. Chaque capture exigeait préparation et conservation. Les lapins et les écureuils, trop petits pour le fumoir, devaient être séchés au sel. Le garçon découvrit. Par hasard, une source minérale en amont, il fit bouillir son eau jusqu'à ce qu'il reste un dépôt cristallin qu'il utilisa comme sel. Ce fut une révélation, désormais, rien ne serait perdu. Le fumage de la viande devint un rituel sacré. Il coupait les morceaux en fines lanières, les suspendait sans qu'ils se touchent, entretenait le feu jour et nuit pour garantir une fumée constante. Trop de chaleur, et la viande cuisait, trop peu, et elle pourrissait. Il apprit à reconnaître à l'odeur et à la couleur la température idéale, comme un artisan qui dialogue avec le feu. La science des bois et des plantes. Entre deux chasses, il s'initia à la botanique des survivants. Les noix offraient une richesse énergétique. Mais chaque espèce demandait un traitement particulier. Les glands, par exemple, devaient être longuement lessivés pour perdre leur amertume. Les noix et les carriers, eux, pouvaient être mangés directement, mais se conservaient mieux une fois bien séchés. Les racines sauvages furent une autre découverte et un danger constant. Certaines, nourrissantes et sucrées, d'autres indiscernables mais toxiques. Alors il adopta la prudence, goûter de minuscules fragments, attendre, observer. Plusieurs fois, des crampes d'estomac le forcèrent à abandonner des trouvailles prometteuses. Mais chaque erreur enrichissait son savoir. Le bois, aussi, devint science. Le garçon apprit à reconnaître au toucher la densité d'un tronc, au craquement de la hache la qualité du cœur. Le chêne et l'érable brûlaient lentement, parfait pour les nuits glaciales. Le pin, plus tendre, s'enflammait vite, idéal pour cuisiner. Il organisa son travail selon une logique rigoureuse. Abattre, débiter, fendre, empiler. Chaque tas de bûches séchait sous abri, prêt à affronter la neige. Chaque morceau de bois empilé était plus qu'une ressource, c'était une promesse de chaleur, de survie, de continuité. L'art de se vêtir pour vivre. Ses vêtements, usés par les jours de travail et les nuits froides, commençaient à se déchirer. Le cuir de cerf lui avait servi à raccommoder gants et bottes, mais il lui fallait davantage. Le froid de la montagne ne pardonnait pas. Il se mit donc à tanner les peaux de lapin et d'écureuil. Ce fut un apprentissage difficile, la fourrure du lapin, douce mais fragile, se déchirait à la moindre erreur, celle de l'écureuil, plus résistante, exigeait des gestes patients et précis. Peu à peu, il confectionna un manteau rustique, assemblant les morceaux avec des lanières de cuir. Il ne ressemblait à rien de ce qu'on aurait pu acheter, mais il était chaud, souple, et portait l'odeur de la forêt. Chaque couture témoignait de sa ténacité. Préparer l'hiver, penser l'avenir. Il comprit vite que la survie ne dépendait pas seulement de la nourriture ou des vêtements, mais de l'organisation. Il construisit des plateformes surélevées pour ses provisions, à l'abri de l'humidité et des rongeurs. Il scella des récipients. Enterra certains stocks sous des couches d'écorce et de terre, disposa tout avec un soin presque militaire. Chaque geste était dicté par la peur du manque mais aussi par la fierté d'être prêt. Chaque matin, la forêt lui rappelait l'urgence, les feuilles viraient alors, puis au brun, avant de tapisser le sol d'un tapis craquant. Le givre persistait plus longtemps sur les branches. Le soleil montait moins haut, traçant des ombres plus longues, plus froides. L'art caché dans le bois. Un jour, en cherchant du bois de chauffage, il tomba sur une excroissance étrange à la base d'un pin, un nœud de bois tourbillonnant, dense et noueux, un burle, comme son grand-père l'appelait. Il se souvint que ce bois particulier se prêtait à la sculpture. Avec patience, il entreprit d'en tirer un bol. Chaque coup de couteau révélait une nouvelle nuance, une arabesque du temps gravée dans les fibres. Ce qui devait être un simple ustensile devint une œuvre silencieuse, le témoignage d'un lien entre la main, le bois et la volonté de durer. Lorsque le bol fut terminé, il le posa sur la table grossière et le contempla longuement. Dans cette pièce de bois poli, il voyait son propre reflet, brut, imparfait, mais façonné par la persévérance. La première neige. Elle arriva sans prévenir. Une nuit, le vent s'était tu, et le matin, tout était blanc. La montagne, le toit, les arbres, tout semblait figé dans un silence sacré. La neige recouvrait le monde, transformant chaque forme familière en sculpture fantomatique. Le garçon resta longtemps sur le seuil de sa cabane, fasciné et inquiet.
la beauté de ce paysage immaculé cachait un danger immense. Le froid était là. Et il ne partirait plus avant des mois. Il observa sa cabane, son œuvre, son abri. Les murs, qu'il avait crus fragiles, tenaient bon sous le poids du manteau blanc. Le toit de bouleau, qu'il avait tant renforcé, laissait glisser la neige sans faillir. L'intérieur restait étonnamment chaud. Il s'assit près du feu, écoutant le craquement régulier du bois dans la cheminée. Mais il savait que ce confort avait un prix. Le feu, s'il n'était pas surveillé, dévorait ses réserves à une vitesse effrayante. Il apprit alors à banquer les braises entassées soigneusement. Les charbons, les couvrir de cendres pour qu'ils brûlent lentement, économisant la chaleur pour la nuit. Ce petit rituel devint sa science nocturne, son art du feu. L'hiver s'installe. Les jours raccourcirent encore. Le temps de la lumière devint celui du travail intérieur, réparer, raccommoder, polir, réfléchir. Le garçon, qui avait commencé cette aventure en survivant d'un jour à l'autre, se découvrait capable de planifier, d'inventer, d'améliorer. La cabane n'était plus un refuge temporaire. Elle était devenue le prolongement de sa volonté. La preuve qu'il pouvait bâtir, apprendre, et tenir tête à la montagne. Quand il se coucha ce soir-là, le feu baissa doucement, diffusant une chaleur tranquille. Dehors, la neige continuait de tomber, étouffant tout bruit. Il ferma les yeux et pensa à son oncle Jim. Peut-être, quelque part, ce dernier aurait souri de voir l'enfant qu'il avait laissé devenir un homme non pas malgré la solitude, mais grâce à elle. Et dans le silence du froid, le garçon sut qu'il avait conquis quelque chose de plus précieux encore que la survie, la maîtrise de lui-même et la paix de l'esprit. L'hiver des loups, la résilience du garçon des montagnes. Avec à peine 8 heures de lumière utile chaque jour, chaque geste devait être calculé, chaque effort mesuré. Le garçon avait appris à organiser sa survie comme une symphonie de gestes précis, rallumer le feu avant que le froid du matin ne glace jusqu'à la moelle, briser la glace épaisse qui se formait chaque nuit sur la source d'eau, et réserver les heures sombres aux travaux silencieux que la lumière du jour ne réclamait pas. Le burle de pin, ce nœud de bois dur et tourmenté, était devenu son trésor. De ses veines sombres naissaient des bols, des cuillères, de petits récipients qui transformaient la survie en une forme de civilisation. À la lueur vacillante du feu, il sculptait, son esprit dérivant entre les souvenirs et les projets du lendemain. Ces outils n'étaient pas forgés dans l'acier, mais dans l'ingéniosité. Des pierres aiguisées faisaient office de gouges, des fragments de métal trouvés dans l'ancien camp. Du prospecteur devenaient des lames, et même des éclats de bois dur se changeaient en outils de précision. Chaque instrument, chaque outil, avait une histoire, une utilité, un rôle à jouer. Le garçon apprit à les fabriquer, à les entretenir, et surtout à respecter les limites de sa matière première. Le bois, lentement formé par les décennies, lui enseigna la patience. Il découvrit qu'on ne pouvait pas dompter la nature par la force, il fallait la comprendre, suivre le fil invisible de ses fibres, travailler avec elle plutôt que contre elle. Son premier bol était grossier, aux parois inégales, marquées par des entailles maladroites. Mais il tenait l'eau, supportait la chaleur, et surtout, il symbolisait un pas au-delà de la survie brute. C'était la preuve qu'il pouvait créer et non pas seulement subsister. Au fil des semaines, ses créations gagnèrent en grâce. Il sculpta des bols de tailles variées, un ensemble harmonieux qui économisait la matière tout en multipliant les usages. Les cuillères, taillées dans l'érable, étaient lisses et solides. Chaque pièce portait en elle les leçons de la précédente. Les longues soirées d'hiver, autrefois synonymes de solitude, devinrent des moments de paix intérieure. Le travail du bois devint un rituel sacré, une prière silencieuse. Dans la lumière dansante du foyer, les formes prenaient vie lentement. Comme si le bois lui-même révélait un secret enfoui. Ce lent dévoilement de beauté au cœur de la rudesse lui donnait de l'espoir, peut-être que, comme le bois, sa propre existence contenait encore des formes cachées, des forces insoupçonnées. Pendant ce temps, la forêt changeait de rythme. Les cerfs traçaient de nouveaux chemins dans la neige, économisant leur énergie, cherchant les dernières touffes d'herbes sèches. Les lapins et les écureuils devenaient plus prévisibles, leurs allées et venues dictées par la faim et le froid. Le garçon observait, apprenait, adaptait ses pièges à ses nouveaux rythmes. Ses efforts furent récompensés, les collets bien placés lui fournirent la viande essentielle à sa survie.
Son propre comportement évolua avec la saison. Chaque sortie hors de la cabane était planifiée avec soin. Les vêtements qui semblaient suffisants à l'automne ne retenaient plus la morsure du vent. Il apprit à travailler par courtes impulsions, entrecoupées de pauses près. Du feu pour se réchauffer. L'intérieur de la cabane, jadis simple abri, devint un monde clos, un cocon protecteur contre la sauvagerie extérieure. Les bourrasques qui secouaient les murs n'étaient plus des menaces, mais une musique lointaine, un rappel du monde au-delà. Lorsque la neige épaissit sur le toit, elle devint une alliée. L'isolation naturelle qu'elle offrait rendit les nuits plus supportables. Les soirées s'organisèrent autour du feu et du travail du bois. Le garçon, assis près de l'âtre, sculptait pendant des heures, le regard plongé dans les flammes. Le crépitement du bois brûlant, la respiration lente de la montagne dehors, formait une symphonie familière. Contre le mur, à portée de main, reposait sa lance de frêne. Il l'avait façonnée lui-même, longue, équilibrée. Durcie au feu. Une œuvre de patience et de nécessité. Il la considérait d'abord comme un simple outil, mais la peur donna bientôt à cette arme une signification nouvelle. Car les loups étaient venus. Ils s'étaient annoncés par des ombres mouvantes entre les troncs, à la lisière de sa clairière. La première fois, il crut à une illusion, un jeu de lumière. Mais au matin, la neige raconta une vérité indéniable, de larges empreintes encerclaient la cabane. Des griffes, profondes, marquaient le sol. Les bêtes avaient rôdé toute la nuit, flairant son odeur, évaluant son territoire. Ce soir-là, les hurlements commencèrent. Pas les appels lointains qu'il avait parfois entendus durant l'été, mais des cris proches, puissants, porteurs d'une intelligence ancienne. Le son semblait venir de toutes parts, faisant vibrer les planches de la cabane. Le garçon sentit une terreur primitive s'éveiller en lui et celle qui sommeille dans tous les êtres fragiles face à la nuit. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, le dos contre le mur, la lance serrée entre ses doigts. Par moments, deux yeux luisaient dans la pénombre, reflets d'ambre à la lisière du feu. Les loups le guettaient, silencieux, patients. Ils apprenaient ses habitudes. Ils le testaient. Au matin, il prit une décision. Il ne fuirait pas. Il érigerait des défenses. Autour de la cabane. Il planta des pieux aiguisés, formant un cercle protecteur. Il rapprocha ses pièges pour les surveiller sans trop s'éloigner. À chaque sortie, la lance devint son ombre. Il s'entraîna à la manier. À frapper, à parer, jusqu'à ce que les gestes deviennent réflexes. Les jours suivants, il observa leurs traces. 5, peut-être 6 loups. L'un d'eux, un mâle massif, laissait des empreintes plus profondes, plus régulières, un chef, sans doute. Leur comportement révélait une intelligence troublante. Ils attaquaient rarement, mais testaient ses réactions. Un soir, ils approchaient par le nord. Le lendemain, par l'ouest. Quand ils renforçaient une zone, ils exploraient une autre. Ils semblaient comprendre ces stratégies, s'adaptant avec une précision presque humaine. Et puis il y eut ces nuits de silence absolu. Pas un son, pas un cri. Jusqu'à ce qu'un hurlement éclate soudain, tout près, brisant la paix fragile. C'était une guerre de nerfs. Il savait que la peur pouvait être plus destructrice que les crocs. Mais peu à peu, quelque chose changea. Le garçon ne céda pas. Il garda son feu vif, ses défenses solides, sa vigilance intacte. Les loups semblèrent le reconnaître comme un rival digne ou un voisin, peut-être. Leurs hurlements changèrent de ton, moins de menaces, plus de communication. La nuit du véritable tournant fut glaciale. Une lune pâle baignait la clairière. D'une lumière bleutée. Un jeune loup, amaigri, s'avança prudemment vers la cabane. Son pelage, piqué de glace, frémissait de faim et de peur. Le garçon, au lieu de le chasser, fit un geste inattendu. Il prit un morceau de viande séchée et le jeta au-delà des pieux. L'animal hésita, renifla, puis avala le don avant de disparaître. Ce geste simple d'un morceau partagé changea tout. Les jours suivants, les loups revinrent, mais sans agressivité. Ils restaient à distance, observant, communiquant entre eux dans un langage guttural que le garçon commençait à reconnaître. Certains soirs, leurs chants résonnaient dans la vallée comme des conversations mystérieuses. Il apprit à distinguer les voix, les hiérarchies, les liens entre eux.
Ils n'étaient plus des ennemis, mais les reflets sauvages d'une même lutte pour survivre. Le garçon comprit alors une vérité plus profonde que toutes celles qu'il avait apprises jusque-là, vivre dans la montagne ne signifiait pas la dominer, mais en faire partie. La force ne suffisait pas. Il fallait respect, adaptation, compréhension. Sur la paroi de sa cabane, près de son lit, une série de marques s'allongeait. 47 traits gravés au couteau. Chaque matin, il en ajoutait un fil de temps dans la trame immuable de la neige et du bois. Ces marques n'étaient pas seulement un calendrier, mais un témoignage. Une preuve silencieuse qu'il continuait d'exister, jour après jour, dans ce monde indifférent et splendide. Dans la danse des flammes et les hurlements lointains. Il ne voyait plus la peur, mais le miroir d'une fraternité sauvage. Les loups, le froid, la solitude, tout cela n'était plus son adversaire. C'était son initiation. Et dans le silence de la montagne, sous le manteau d'hiver, le garçon devint ce que la nature avait toujours voulu qu'il soit, un être forgé par la persévérance, la patience, et la paix retrouvée entre l'homme et le monde. Les marques tracées sur le bois rappelaient au garçon que le temps suivait toujours son cours, inébranlable, même lorsque chaque journée semblait se confondre avec la précédente. Ces entailles régulières donnaient une forme au vide, une structure à des semaines qui auraient autrement pu se dissoudre dans une monotonie sans fin. Mais plus que tout, elles représentaient l'espoir. Chaque trait était la preuve tangible qu'il avait survécu à un autre jour, le témoignage silencieux qu'il pouvait continuer encore et encore, indéfiniment. L'hiver profond s'était abattu sur la montagne avec une lourdeur qui semblait étouffer toute vie. La neige, d'abord fine et légère, s'était accumulée en couches épaisses, transformant le paysage familier en un monde étranger. Presque irréel. Les arbres, les sentiers, les rochers, tout avait disparu sous une blancheur uniforme, comme si la nature elle-même avait effacé le passé. Le froid, implacable, s'insinuait partout. Il trouvait son chemin à travers les moindres interstices de la cabane, mordant la peau, engourdissant les doigts, rendant chaque geste plus lent, chaque tâche plus difficile. La simple idée de sortir pour chercher de l'eau ou du bois devenait une épreuve. Les réserves de nourriture, autrefois rassurantes, avaient dangereusement diminué. Il devait désormais rationner chaque portion avec une précision presque scientifique. La viande fumée qui paraissait abondante à l'automne n'était plus qu'une ressource comptée, un trésor qu'il fallait étirer sur des semaines incertaines. Chaque repas devenait un calcul entre la faim immédiate et la survie à long terme. Parfois, il se résignait à mâcher l'écorce intérieure des pins ou des bouleaux. Une maigre source de nutriments. Obtenue au prix de longues heures de préparation, raclage, séchage, cuisson. Le goût était amer, la texture fibreuse, mais cela maintenait la vie dans son corps. Chasser restait possible. Mais les réussites étaient rares, et chaque échec coûtait de précieuses calories. Le garçon apprit à reconnaître les racines d'hiver, différentes de celles d'été. Le sol gelé rendait la récolte dangereuse, il fallait creuser lentement, sans se blesser. Il se souvenait des endroits où, quelques mois plus tôt, poussaient les topinambours et les oignons sauvages. Sous la neige. Il les déterrait, sentant la joie simple d'avoir trouvé de quoi subsister encore un jour. Les noix qu'il avait stockées pour des situations d'urgence étaient désormais son pain quotidien. Glands soigneusement lessivés, noix et carriers riches en graisse, ces petites richesses naturelles devenaient sa meilleure défense contre le froid. Son corps, sculpté par le labeur, se transforma. Les muscles s'étaient renforcés à force de fendre le bois et de charrier des troncs. Ses mains, durcies par les callosités, n'avaient plus peur du froid. Il apprenait à supporter des températures que d'autres auraient trouvées mortelles, son sang circulait plus efficacement, sa respiration s'adaptait à l'air glacé. Il devenait peu à peu un être façonné par la montagne elle-même. Mais les changements les plus profonds se produisirent dans son esprit. Privé de toute compagnie, il avait commencé à parler tout seul, d'abord pour combler le silence, puis par véritable besoin. Il se construisit des interlocuteurs imaginaires, parfois un vieil ami, parfois un maître exigeant ou un compagnon invisible. Avec eux, il planifiait ses journées, débattait de solutions. Philosophait sur la solitude, la peur, la foi. Ces dialogues intérieurs devinrent un rempart contre la folie du silence. Il craignait par-dessus tout que son esprit s'engourdisse comme ses membres. Alors, il s'imposa des exercices de mémoire, réciter les poèmes appris à l'école, rejouer mentalement les conversations avec ses parents, ou revisiter pièce par pièce la maison de son enfance.
jusqu'à sentir presque la chaleur d'un foyer disparu. Ses souvenirs le rattachaient au monde d'avant, lui rappelaient qu'il avait appartenu à une humanité plus vaste que la montagne. Pour rompre la monotonie, il inventa des défis absurdes mais vitaux, allumer un feu avec seulement 3 allumettes, sculpter une sphère parfaite dans un bloc de bois, fabriquer une cuillère sans fissure. Chaque petite victoire lui redonnait confiance. Il apprenait que la survie n'était pas seulement une question de force physique, mais de discipline mentale. Ses cycles de sommeil se modifièrent. L'obscurité hivernale, interminable, l'incitait à dormir davantage, mais le feu exigeait une vigilance constante. Il apprit à se réveiller naturellement toutes les 2 ou 3 heures. À entretenir les braises sans sortir de sa torpeur. Cette cadence étrange, entre veille et sommeil, devint sa respiration intérieure, son lien avec le temps. Puis vint la solitude absolue. Des semaines entières sans entendre d'autre voix que la sienne, sans croiser un regard, sans même le cri d'un oiseau. Le silence devint si total qu'un simple craquement de branche ou un souffle de vent le faisait sursauter. Il découvrit alors combien l'absence de son pouvait peser sur le cœur, jusqu'à rendre la réalité presque irréelle. Pour ne pas dépérir, il mit au point des exercices physiques à l'intérieur de la cabane. Des pompes, des étirements, des contractions musculaires, tout ce qui pouvait préserver sa force et sa souplesse. Il savait que l'hiver punissait les faibles. Une simple blessure, une raideur, pouvait être fatale. Ces routines devenaient son entraînement de survie, sa manière de dire au froid, « Tu ne mourras pas ». Les jours passaient. 60. 70, 80 marques sur le mur. Chaque entaille signifiait une victoire minuscule mais immense. Il ne subissait plus l'hiver, il l'apprivoisait, un jour après l'autre. Il commençait à croire qu'il pourrait tenir jusqu'au printemps. Puis, un matin, la montagne rugit. Sous la neige, il retrouva un cadre de raquettes brisé, à demi enfoui sous les débris. Le souvenir d'un combat perdu contre la nature elle-même. Les lattes de bois tordues racontaient sans mots la violence d'une avalanche qui avait failli lui ôter la vie. Ces raquettes, construites de ses propres mains, avaient été sa planche de salut. Tout avait commencé comme un jour ordinaire. La neige fraîche tombée durant la nuit formait une couche de 15 cm. Supplémentaire autour de la cabane. Le garçon avait attaché ses raquettes et pris le chemin du bosquet de pins morts qu'il exploitait pour le feu. Le ciel semblait paisible, gris, immobile. Rien n'annonçait la catastrophe. Puis un grondement sourd se fit entendre, d'abord lointain, presque imperceptible. Ce n'était pas le vent ni un animal, c'était la montagne elle-même qui parlait. Profonde et menaçante. Le sol vibra sous ses pieds, un bourdonnement qui résonna jusque dans sa poitrine. En levant les yeux, il vit l'inimaginable, une muraille de neige dévalant la pente. Engloutissant tout sur son passage. Le temps sembla se figer. L'onde blanche avançait avec la fluidité d'un fleuve, mais la puissance d'un train lancé à pleine vitesse. Des arbres entiers disparaissaient comme des brindilles. Ses souvenirs des leçons de son oncle s'imposèrent à lui, se déplacer perpendiculairement à la coulée, se débarrasser du poids inutile, rester en surface. Fuir vers le bord. Pas le temps de réfléchir. Il courut. Les raquettes qui lui semblaient encombrantes quelques instants plus tôt devinrent sa meilleure arme. Elles l'empêchaient de s'enfoncer. Lui permettaient de gagner du terrain. Chaque foulée était un acte de désespoir, une lutte contre la fatalité. L'avalanche se rapprochait, grondante, monstrueuse. La montagne se disloquait autour d'eux. Lui. Une fraction de seconde avant d'atteindre le rebord de sécurité, la vague le rattrapa. Le choc le projeta au sol, puis le monde se mit à tourner, à rouler, à s'effacer. Il n'y avait plus ni haut, ni bas, seulement un chaos blanc et froid. Le garçon lutta, battant des bras, cherchant la surface, comme un nageur dans une mer de glace. L'air manquait. Il pensa que c'était la fin. Mais la neige s'arrêta enfin. Le silence retomba d'un coup, presque assourdissant. Il sentit qu'il respirait encore. Son torse était coincé sous une gangue compacte, ses jambes libres tremblaient. Une raquette avait disparu, l'autre pendait à son pied, brisée. Il resta immobile un long moment, écoutant son cœur battre, puis entreprit de se dégager, lentement, prudemment, pour ne pas déclencher une nouvelle coulée. Lorsqu'il parvint enfin à se hisser hors du piège, il découvrit un paysage méconnaissable.
Là où s'étendait jadis la forêt, s'étalait désormais un champ chaotique de neige et de troncs arrachés. Ses repères avaient disparu, les arbres familiers étaient couchés, brisés, ou ensevelis. Le monde qu'il connaissait avait été effacé d'un seul geste de la nature. Revenir à la cabane devint un exercice d'instinct pur. Sans point de repère, il dut lire le relief comme on lit un visage, l'inclinaison des ombres, la direction du vent, le sens des congères. Chaque pas enfonçait sa jambe dans la neige profonde. Sa raquette brisée le ralentissait, mais il avançait, obstinément, refusant de céder. Quand enfin la cabane apparut, il sentit ses jambes fléchir. Sous le soulagement. L'avalanche avait effleuré la structure, ensevelissant la façade aval sous près d'un mètre de neige. Les murs pliaient légèrement, mais tenaient bon. Les fondations qu'il avait posées avec tant de soin avaient résisté. Son œuvre tenait tête à la montagne. Sans attendre, il se mit à déblayer. Il savait que la neige tassée contre les parois fondrait puis regèlerait, risquant de fissurer les rondins. Avec ses mains et quelques outils improvisés, il creusa, dégagea, inspecta chaque joint, chaque pierre, vérifiant que rien n'avait bougé. Son souffle formait de petites nuées dans l'air glacé, sa peau brûlait sous le froid, mais il continua jusqu'à ce que la cabane respire de nouveau. Lorsqu'il entra enfin, exténué, il alluma le feu et contempla la flamme reprendre vie. Elle dansait, chaude et fragile, comme une promesse. La montagne avait voulu l'ensevelir, mais il était encore là. Il avait survécu à la faim, au froid, à la solitude et maintenant à la fureur du monde. Et sur le mur, ce soir-là, il grava une nouvelle marque. Une de plus. La preuve que, malgré tout, le temps continuait. Et que lui aussi. La porte du refuge s'était légèrement déformée sous le poids des neiges accumulées, exigeant des ajustements précis pour retrouver un fonctionnement normal. Plusieurs sections du toit portaient les marques d'impact causées par des débris entraînés lors d'une coulée, mais les couches d'écorce de bouleau avaient tenu bon, empêchant toute infiltration d'eau. Les réparations restaient à sa portée, il possédait les matériaux, la patience et le savoir-faire nécessaires pour restaurer ce que la montagne avait tenté de lui reprendre. Ce soir-là, assis près du feu, le garçon examina sa raquette brisée. La lumière dansante des flammes révélait les fissures du bois, les traces de son usage acharné. Il comprit alors combien il avait frôlé la perte totale. L'avalanche n'avait pas seulement menacé sa cabane. Elle avait rappelé la puissance sauvage et indifférente de la montagne. Ici, même le sol sous ses pieds pouvait devenir un ennemi imprévisible, prêt à se dérober sans avertissement. Les hameçons qu'il avait façonnés à partir d'os de chevreuil semblaient primitifs, mais ils étaient efficaces. Chaque pièce avait été taillée à partir d'un fragment de tibia qu'il avait nettoyé, poli, et courbé jusqu'à obtenir une pointe capable de transpercer la bouche d'un poisson et de le retenir. Il les avait sculptés pendant les jours les plus sombres de l'hiver, lorsque la faim le tenaillait sans relâche et que ses réserves de nourriture touchaient presque à leur fin. Ces objets rudimentaires représentaient bien plus qu'un outil de survie, ils étaient la matérialisation de sa volonté de vivre, de son refus d'abandonner malgré l'isolement et le froid. La fin de l'hiver mit ses compétences à l'épreuve comme jamais. Les morceaux de viande fumée qu'il avait nourris pendant les premiers mois s'amenuisaient, réduits à de petites portions qu'il pesait presque du regard, rationnés avec la précision d'un mathématicien. Chaque bouchée devait durer plus longtemps, lui offrir plus d'énergie, être exploité jusqu'à la dernière calorie. La faim devint une présence constante, un compagnon invisible qui accompagnait ses gestes, influençait ses pensées, dictait ses choix. Le ruisseau gelé, non loin de sa cabane, devint alors son salut. Sous l'épaisse couche de glace, la vie persistait, des poissons glissaient lentement dans les eaux sombres. Leur métabolisme ralenti par le froid, mais leur existence représentait l'espoir, la promesse d'un repas arraché à la mort. Percer la glace était un travail de patience et de force. Il chauffait des pierres près du feu, puis les déposait sur la surface gelée pour en faire fondre quelques centimètres, avant d'attaquer avec sa hachette. Le froid mordait ses doigts. La sueur gelait sur son front, mais il persistait jusqu'à ce que l'eau sombre apparaisse enfin, frémissante de vie. Chaque trou devait être entretenu quotidiennement, car la glace se reformait sans cesse, menaçant de refermer son unique fenêtre vers la nourriture. Les poissons, engourdis par le froid, se méfiaient. Il devait présenter l'appât, un fragment précieux de sa réserve de viande.
avec une lenteur presque imperceptible, imitant le mouvement naturel des proies. La patience devint une vertu vitale. Parfois, il attendait des heures, immobile, observant le fil trembler faiblement. Avant que le miracle ne survienne. Son premier poisson et une petite truite argentée fut un triomphe. Ce n'était pas seulement un repas, c'était la preuve que la vie répondait encore à son effort. Ces quelques grammes de chair fraîche apportèrent autant de réconfort à son corps qu'à son esprit. Ils symbolisaient la victoire sur le désespoir, la validation silencieuse de ses méthodes et de son endurance. Mais les effets de la faim prolongée devinrent vite visibles. Son corps, privé de réserve, avait commencé à se dévorer lui-même. Ses vêtements pendaient sur ses épaules amaigries. Son visage s'était creusé, ses yeux semblaient plus grands, plus clairs, presque fiévreux. Pourtant, dans cet état de privation extrême, son esprit paraissait plus aiguisé que jamais. Ses pensées devenaient nettes, concentrées, son instinct, plus vif. La menace constante de mourir de faim éveillait en lui des capacités mentales qu'il n'avait jamais soupçonnées. Autour de la cabane, ses pièges réclamaient une vigilance constante. Les lapins, les écureuils et les petits rongeurs avaient modifié leur trajectoire à mesure que la saison avançait, cherchant à économiser leur énergie. Il dut apprendre à raisonner comme eux, à anticiper leurs itinéraires, à comprendre leurs choix. Ces pièges, déplacés et adaptés, commencèrent peu à peu à lui rapporter quelques prises. Maigre mais vital. Sous la neige, il découvrit un autre monde de ressources cachées. Certaines racines restaient comestibles malgré le gel, d'autres devenaient toxiques. Les oignons sauvages, qu'il avait repérés durant l'été, pouvaient être retrouvés sous la glace, à condition de creuser avec précaution. Il expérimenta, observa, se trompa parfois, mais chaque erreur devenait leçon. L'écorce de certains arbres, correctement préparée, lui offrait des glucides, les cynorrhodons, restés rouges sur les buissons d'épines, lui procuraient la vitamine C dont son corps manquait. Même les mousses et les lichens, une fois bouillis, pouvaient calmer la faim. Pourtant, le plus difficile n'était pas toujours la faim, mais le désespoir. Il y eut des jours où la recherche de nourriture semblait plus coûteuse en énergie que ce qu'elle pouvait lui rapporter. Parfois, il se laissait aller à l'épuisement, fixant le feu sans y voir de chaleur, se demandant si tout cela valait encore la peine. Dans ces moments-là, une seule réussite, aussi minime fût-elle, suffisait à rallumer la flamme. 2 truites dans la journée devenaient un festin. Une cache de noisettes oubliée par un écureuil lui paraissait un trésor. Ces petites victoires l'empêchaient de sombrer. Peu à peu, il apprit à goûter à la gratitude dans les choses les plus simples. Une gorgée d'eau claire. Le crépitement du feu, une bouffée d'air frais au lever du jour, tout prenait la valeur d'un miracle. Une simple bouchée de viande fumée devenait un rituel, une célébration silencieuse. Chaque journée survivante durant la lune de la faim renforçait sa certitude, il tiendrait jusqu'au printemps. Ces hameçons d'os témoignaient d'une ingéniosité née du désespoir. Ces gourdes creusées dans des calebasses séchées lui servaient désormais à recueillir la sève d'érable, l'un des premiers cadeaux du printemps. Avec des branches de bouleau, il avait taillé 2 petits becs verseurs pour canaliser le précieux liquide sans abîmer les arbres. Ces gestes, à la fois primitifs et ingénieux, marquaient son passage du simple instinct de survie à une forme d'harmonie avec la nature. Le changement de saison arriva presque imperceptiblement. Les jours s'allongèrent, d'abord de quelques minutes, puis d'heures entières. La neige, jadis immuable, commença à se crevasser sous le soleil. Des plaques de terre apparurent sur les pentes exposées au sud. Le silence blanc de l'hiver se brisa, d'abord par les appels des mésanges et des citelles, puis par le retour des migrateurs. Leur chant résonnait dans la vallée comme une promesse de renouveau. L'érable, qui bordait la clairière, devint son nouvel allié. Il apprit à entailler l'écorce, sans blesser l'arbre, à recueillir la sève claire et à la faire bouillir lentement, jour après jour. 40 litres de sève pour un seul litre de sirop, une alchimie de patience et de persévérance. La cabane embaumait d'une douce odeur sucrée, presque irréelle après tant de mois de privation. Cette douceur, rare et précieuse, lui rendait le goût de vivre. Puis vinrent les herbes du printemps. Le sol humide libéra les premières pousses vert tendre. Les oignons sauvages réapparurent, apportant une saveur familière à ses repas monotones. Les pissenlits, méprisés en d'autres lieux, lui offrirent vitamines et minéraux. Il mangeait leurs feuilles crues,
grillaient leurs racines pour en faire une boisson amère mais réconfortante, semblable à un café. Ces gestes simples avaient un pouvoir symbolique, ils rétablissaient le lien entre son corps et la terre nourricière. La faune reprit vie elle aussi. Les lapins sortaient plus souvent, suivant les sentiers qu'ils avaient tracés. Sous la neige. Les pièges qu'il avait repositionnés commencèrent à se remplir régulièrement. La forêt tout entière semblait se réveiller avec lui, comme si la montagne, après l'avoir éprouvé, le reconnaissait enfin comme l'un des siens. Ce printemps ne lui offrait pas seulement la survie, il lui rendait la dignité. Là où l'hiver avait voulu briser sa chair et son esprit, la saison nouvelle lui offrait réconciliation et apprentissage. Il comprit que la nature n'était ni ennemi ni allié, mais une présence à écouter, à comprendre, à respecter. Et tandis qu'il observait la sève s'écouler lentement d'un érable dans sa calebasse, il sut qu'il avait franchi une frontière invisible, celle qui sépare la peur de la maîtrise, la souffrance de la sagesse. Dans le silence doré du crépuscule, il contempla le paysage qui renaissait. Le vent transportait des odeurs de terre humide et de bois réchauffé. Son cœur, longtemps battant au rythme de la survie, retrouvait enfin un autre tempo, celui de la gratitude. Il n'était plus le garçon effrayé des premiers jours. Il était devenu le gardien d'un équilibre fragile, témoin d'une vérité que seul l'hiver pouvait enseigner, on ne conquiert pas la montagne, on apprend à vivre avec elle. ChatGPT noix. La récupération physique après les privations de l'hiver fut lente, mais indéniable. Chaque jour, il sentait la vie revenir, comme une flamme longtemps étouffée qui reprenait vigueur sous un souffle régulier. L'énergie qu'il avait dû rationner pendant les mois de faim s'épanouissait à nouveau, portée par une alimentation plus stable, plus riche. Les forces qu'il avait quittées durant les longues semaines de disette se reconstruisaient peu à peu, nourries par des sources de protéines enfin fiables et régulières. Son corps, jadis amaigri et tendu par la survie, retrouvait souplesse et endurance. Ses gestes reprenaient assurance, sa respiration se faisait plus profonde, son pas plus sûr. Mais au-delà de la chair, c'était son esprit qui renaissait. La lassitude qui l'avait oppressé pendant l'hiver s'effaçait, remplacée par une sérénité nouvelle. L'étau invisible du danger constant se desserrait, la peur quotidienne de manquer de bois, de nourriture ou de chaleur s'éloignait dans le souvenir. Pour la première fois depuis des mois, il pouvait penser plus loin que le lendemain. Son esprit, autrefois enchaîné aux besoins immédiats, s'autorisait désormais à rêver d'amélioration, d'avenir, de confort. La cabane, son œuvre la plus précieuse, avait résisté à l'hiver mieux qu'il ne l'aurait cru. Ce qui, au cœur de la construction, l'avait inquiété et les joints, la solidité des poutres, la stabilité du sol s'était révélée fiable et solide. La fondation demeurait droite, ferme, ancrée. Les murs, malgré un léger affaissement, avaient tenu bon. Quant au toit, il avait bravé les tempêtes et la neige, rejetant l'eau de fonte sans faillir. Il comprit alors que cette cabane, née de ses mains tremblantes et de son entêtement, n'était plus un simple abri, c'était un symbole, la preuve tangible de son apprentissage et de sa persévérance. Délivré de la survie immédiate, il commença à imaginer des agrandissements, un espace de rangement supplémentaire, un coin de cuisine mieux organisé, un foyer plus confortable pour les hivers à venir. Son expérience du premier cycle des saisons l'avait instruit, il savait désormais comment rendre la vie en montagne plus douce, plus prévisible. Avec chaque projet esquissé, sa confiance grandissait. Ce qu'il avait cru impossible, survivre seul à une année complète dans un isolement absolu, était devenu réalité. Cette victoire dépassait tout ce qu'il avait accompli auparavant. La montagne, qu'il avait autrefois menacée, l'avait forgé. Il n'était plus seulement un garçon perdu dans la nature, il était devenu un être autonome, façonné par le vent, la faim, le froid et la solitude. Il avait traversé les épreuves les plus dures que la nature puisse imposer, et en était sorti non seulement vivant, mais transformé, plus fort, plus lucide, plus libre. Le soir, il conservait ses rituels, entretenir le feu, écouter le silence, observer les étoiles, mais leur signification avait changé. Ses gestes, jadis dictés par la peur de mourir, étaient désormais guidés par le désir de vivre pleinement. Chaque crépitement du bois lui rappelait le chemin parcouru, chaque flamme était une victoire sur l'hiver. La montagne n'était plus un ennemi à dompter, elle était devenue une compagne exigeante, un maître silencieux, un foyer. Sur la table de bois brut,
la boussole du voyageur blessé reposait, oubliée mais scintillante à la lueur du feu. L'aiguille, fidèle, indiquait le nord, comme si elle attendait que quelqu'un suive sa direction. L'homme l'avait laissé en partant, sans un mot, mais le garçon savait que ce n'était pas un oubli. Ce présent, plus qu'un outil, était un message, une invitation à revenir vers le monde des hommes, à quitter l'isolement qu'il avait façonné. L'homme était apparu un matin de printemps, trébuchant dans la clairière, le visage pâle, la jambe ensanglantée. Il semblait avoir une trentaine d'années, le corps sec et tanné par le vent, mais ses vêtements trahissaient un aventurier du dimanche plus qu'un véritable montagnard. Le garçon était resté figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Après des mois de solitude absolue, la présence d'un autre être humain avait quelque chose d'irréel. Presque surnaturel. Mais la détresse de l'étranger l'avait rapidement arraché à sa stupeur. L'homme s'était blessé en tentant de franchir un ruisseau gonflé par la fonte, sa cheville tordue. Sa jambe ouverte par une pierre. Il errait depuis 2 jours, perdu, affaibli par la douleur et le froid. Le garçon, animé d'un calme étrange, mit en pratique tout ce qu'il avait appris de ses propres blessures, faire bouillir l'eau, nettoyer la plaie, déchirer une chemise pour en faire un bandage, immobiliser le pied, surélever la jambe. Les gestes venaient naturellement, précis. Presque professionnels. L'homme, stupéfait, le regardait avec une admiration mêlée d'incrédulité. Comment un jeune garçon avait-il pu construire seul une telle cabane? Comment avait-il survécu tout un hiver dans un isolement total? Peu à peu, les questions se firent plus personnelles. Depuis combien de temps vivait-il ici? Était-il perdu, lui aussi? Partager son histoire lui sembla d'abord étrange. Sa voix, rouillée par des mois de silence, hésitait, trébuchait. Mais à mesure qu'il parlait, les mots retrouvèrent leur force. Il raconta la peur, la faim, les nuits glacées. Puis la lente découverte de la paix dans la solitude. Il parla d'Uncle Jim, de l'expédition, de la neige, du feu, des loups au loin. Et l'homme écoutait, fasciné. Quand le visiteur évoqua le monde extérieur, le cœur du garçon se serra. Il apprit que l'expédition d'Uncle Jim avait subi un désastre non pas à cause d'une chute ou d'une attaque d'animaux, mais à cause d'une tempête précoce. 2 hommes étaient morts de froid, les autres n'avaient survécu qu'au prix d'amputations et de gelures graves. Plus bouleversant encore fut le récit de ce qui s'était passé après, sa famille. Croyant à sa mort, avait organisé des recherches durant des semaines, mais toujours trop près des chemins connus. Personne n'avait imaginé qu'un enfant de la ville pût survivre seul si loin. 3 mois après, on avait tenu une cérémonie funèbre. Il resta silencieux, incapable de trier ses émotions. Tristesse pour leurs larmes, colère devant leur manque de foi, et, d'une manière qu'il ne comprenait pas lui-même, un soulagement étrange, le monde l'avait déjà enterré. Plus personne ne l'attendait. Il était libre. Pourtant, la présence de l'homme troubla cet équilibre fragile. Après tant de mois sans parler à personne, la conversation lui paraissait épuisante. Même la bienveillance du visiteur demandait un effort qu'il n'était plus habitué à fournir. La solitude lui avait appris une autre forme d'énergie, celle du silence. Le simple fait de partager l'espace de la cabane avec un autre être humain lui faisait redécouvrir des émotions qu'il croyait éteintes. La méfiance, la tendresse, la curiosité, l'impatience. Mais à mesure que l'homme guérissait, un lien discret s'était tissé entre eux. Le garçon percevait dans le regard de l'autre non pas de la pitié, mais du respect. Chaque compliment sur ses compétences, chaque exclamation d'admiration réchauffait quelque chose en lui. Pour la première fois, quelqu'un du monde d'en bas voyait ce qu'il était devenu, non pas un enfant perdu, mais un survivant accompli. Cette reconnaissance silencieuse, ce regard qui disait « Tu as réussi », combla un vide que même la montagne ne pouvait combler. Quand la jambe fut suffisamment rétablie pour le voyage, la conversation glissa vers l'avenir. Le randonneur lui proposa de redescendre avec lui, d'organiser son retour, de prévenir sa famille. Tout pouvait être arrangé, transport, soins, accueil. Il retrouverait chaleur, sécurité, confort. Une vie simple, prévisible. Mais en regardant la boussole sur la table, le garçon comprit que ce n'était pas seulement une question de direction géographique. C'était un choix de vie. Un choix d'identité. Sur la braise mourante du matin,
un morceau d'écorce de bouleau reposait. Couvert d'une écriture fine, gravée avec la pointe de son couteau. Chaque mot y avait été tracé lentement, avec soin, comme une confession, une lettre d'adieu à ceux qui ne comprendraient jamais son choix. Pendant 3 nuits, il avait lutté contre lui-même. L'offre de l'homme représentait tout ce qu'il avait perdu, la famille, la sécurité, la normalité. Mais l'accepter, c'était renoncer à tout. Ce qu'il avait conquis. 15 mois d'apprentissage, de solitude, de courage. Le garçon qu'on avait abandonné n'existait plus. Il pensait désormais en saison, non en semaine. Il mesurait la richesse en bois sec, en nourriture stockée, en clarté du ciel. Le silence lui était devenu aussi vital que l'air. Revenir parmi les siens signifierait devoir redevenir petit, fragile. Dépendant de se réinscrire dans un monde qui n'avait plus de place pour celui qu'il était devenu. Et ainsi, alors que le soleil filtrait entre les sapins et que la montagne s'éveillait. Il prit sa décision. Le voyageur redescendrait seul. La boussole, restée sur la table, continuerait à pointer vers le nord, vers la liberté, vers la vie qu'il avait choisie. Il savait que, pour la plupart des gens, son expérience serait perçue non comme un triomphe, mais comme un traumatisme à surmonter. On verrait en lui un enfant brisé qu'il fallait soigner, plutôt qu'un être façonné par l'épreuve et digne d'admiration. Pourtant, après tant de mois passés à vivre selon les lois nues de la nature, les réalités, civilisées, ne lui inspiraient plus qu'un profond désintérêt. L'idée même de dépendre à nouveau des autres pour se nourrir, se loger ou se protéger lui paraissait une forme d'emprisonnement volontaire. Là-haut, il avait connu la liberté absolue. Celle de répondre seul à ses besoins, de suivre les rythmes naturels du jour et des saisons, d'écouter les battements du monde plutôt que les cloches artificielles des horaires et des règles humaines. Redescendre signifierait renoncer à ce souffle vital, troquer la respiration pure de la montagne contre l'air vicié d'une existence régulée. Ce qui l'angoissait le plus, c'était la perspective de perdre les facultés qu'il avait conquises au prix de tant d'efforts. Ses compétences, forgées dans la lutte quotidienne entre la vie et la mort, s'émousseraient vite dans un univers où tout est fourni, où la survie n'est plus un art mais un automatisme. Il craignait de voir s'effacer la confiance profonde née du dépassement de soi, cette force intérieure qu'aucune école, aucun discours n'aurait pu lui enseigner. Dans un monde où les obstacles sont inventés et les dangers feints, il craignait de devenir un fantôme de lui-même. L'émerveillement sincère du randonneur devant ses exploits de survie n'avait fait que souligner l'écart immense entre ce qu'il était devenu et ce que les adultes imaginaient possible pour un garçon de son âge. Il avait compris que les grandes personnes enfermaient souvent les jeunes dans des limites qu'elles avaient elles-mêmes tracées et des frontières d'attente si étroites qu'elles finissaient par étouffer toute audace. Rompre ces attentes, les briser une à une, avait été la condition de sa survie. Les accepter à nouveau reviendrait à trahir ce qu'il était devenu. La montagne lui avait donné les leçons qu'aucune salle de classe ne pouvait offrir. Elle lui avait appris la patience des saisons que nul ne peut hâter, la persévérance devant les épreuves qu'on ne peut éviter, l'humilité face aux forces qu'on ne domine jamais. Ces vérités gravées dans son être l'avaient transformé bien au-delà de tout apprentissage humain. Il savait qu'un retour à la vie normale les effacerait peu à peu. Comme le vent qui lisse les traces d'un sentier. Rédiger la lettre fut un moment de révélation. Les mots, tracés sur l'écorce de bouleau, prenaient la force d'un serment. Ce qu'il écrivait n'était pas une simple explication, c'était une déclaration irrévocable. Il leur devait ces phrases, même s'ils ne les comprendraient pas. Il leur devait la vérité. Il leur parla de la croissance qui ne n'est que de la difficulté, de la force qui ne s'acquiert que quand l'échec a des conséquences réelles. Il décrivit sa vie présente sans en enjoliver les rigueurs, mais sans en diminuer la grandeur. Il évoqua les matins glacés où allumer un feu séparait la chaleur de la misère, les chasses victorieuses qui lui assuraient des semaines de subsistance, et la fierté muette de bâtir un abri capable de résister à la fureur des tempêtes. Ces expériences lui avaient appris la valeur de compétences que la société moderne décourage ou oublie. Il tenta de leur faire comprendre que rester ici n'était pas une fuite, ni un rejet de ceux qu'il aimait, mais une reconnaissance profonde de ce qu'il était devenu. Le garçon qu'ils avaient perdu n'existait plus. À sa place vivait un être façonné par la montagne, appartenant à cet espace autant que le cerf ou le loup qui y évoluait librement. Revenir vers eux ne ressusciterait pas l'enfant disparu, cela détruirait l'homme qu'il devenait.
Lorsque le randonneur se prépara à repartir, son départ servit de baume à la tension intérieure du garçon. Aider l'homme à rassembler ses affaires, préparer la nourriture pour son voyage. Confectionner de simples remèdes pour sa blessure en voie de guérison, ces gestes pratiques avaient la douceur des rituels. Ils prolongeaient la relation de respect et d'hospitalité qui s'était installée entre eux. Pourtant, l'adieu final se révéla plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Le voyageur, touché par le courage et la singularité du garçon, se sentait investi d'une responsabilité silencieuse, celle de veiller, d'une manière ou d'une autre, sur cet être hors du commun. Quitter l'enfant seul dans ce monde sauvage lui donnait le sentiment d'un abandon. Mais le calme assuré du jeune montagnard finit par dissiper ce doute, le laisser ici n'était pas le trahir, c'était honorer son choix. Avant de partir, le randonneur déposa sur la table un petit objet, une boussole. Geste simple, mais chargé de symboles. Elle représentait la reconnaissance que certaines directions ne peuvent être dictées par autrui et qu'elles doivent être choisies par celui qui marche. Lorsque les pas de l'homme s'évanouirent dans le silence des arbres, le garçon ressentit une paix profonde. Il venait de passer la dernière épreuve, celle du choix libre. Son engagement envers la montagne n'était plus une nécessité née du désespoir, mais une décision lucide, assumée. La lettre atteindrait sa famille un jour, il le savait. Mais leur compréhension comptait désormais moins que la clarté qu'il avait trouvée en lui-même. Derrière la cabane, la terre défrichée s'étendait en un jardin ordonné, ses rangées de légumes dessinant un tableau d'espérance. Ce sol, qu'il avait enrichi de compost et de cendres, lui rendait la vie au centuple. Les graines sauvages qu'il avait récoltées et celles offertes par le randonneur avaient germé avec une vigueur prometteuse. Ce jardin n'était pas seulement un moyen de subsister, il symbolisait le passage de la survie à la construction d'une existence durable, harmonieuse. Le départ de son visiteur marquait le début d'une nouvelle étape. Libéré de l'urgence constante, il pouvait désormais consacrer son énergie non plus à simplement survivre, mais à améliorer son confort, à créer. Ce changement d'état d'esprit transforma jusqu'à sa manière de respirer. L'élan vital se fit plus calme, plus réfléchi. L'expansion de la cabane fut le premier grand projet de cette ère nouvelle. L'abri initial, rustique mais solide, avait rempli sa mission. Pourtant, 15 mois passés dans cet espace restreint lui avaient révélé d'innombrables possibilités d'amélioration. Il entreprit la construction d'une annexe, un atelier qui servirait aussi de remise. Ainsi, la pièce principale deviendrait un véritable foyer. Les gestes appris lors du premier chantier prirent ici une précision nouvelle. Les angles ne se contentaient plus d'être solides, ils devaient être beaux. Chaque tronc était choisi non seulement pour sa rectitude, mais pour le dessin de ses veines, pour la texture qui capterait la lumière du feu. Le garçon découvrait la joie du travail bien fait, la satisfaction silencieuse du créateur qui façonne la matière avec respect et exigence. Ces méthodes de chasse, autrefois dictées par la nécessité, étaient devenues des pratiques raffinées. Il lisait dans les traces comme dans un livre ouvert, il savait désormais anticiper les mouvements saisonniers des animaux, prévoir leur halte, comprendre leurs habitudes. Ces pièges, jadis rudimentaires, formaient désormais un réseau précis, conçu pour respecter l'équilibre de la faune tout en assurant ses besoins. L'abondance de l'été lui permit d'explorer de nouvelles techniques de conservation. Les baies sauvages étaient réduites en pâte concentrée, capables de nourrir tout l'hiver. Les noix, broyées en farine, ajoutaient au repas une richesse nutritive inconnue autrefois. Le jardin, lui, devenait un laboratoire vivant. Il transplantait des bulbes trouvés en forêt, expérimentait des semences plus résistantes, observait les effets de la lune sur les récoltes. Il apprit à lire le langage secret du sol, ses besoins, ses fatigues, ses promesses. Les feuilles mortes, le compost, la cendre, tout servait à rendre à la terre ce qu'elle lui donnait. Chaque journée de travail offrait la récompense tranquille de l'effort accompli. Le soir, quand la lumière dorée glissait sur les troncs, il contemplait son domaine avec gratitude. Le chaos du monde s'était mué en un espace ordonné, vivant, nourricier. Son artisanat, lui aussi, avait évolué. Les outils n'étaient plus de simples improvisations, c'étaient des créations élaborées, adaptées à chaque usage. Dans son atelier s'alignaient des couteaux de formes variées, des instruments de mesure, des outils de sculpture d'une finesse étonnante.
La menuiserie lui ouvrit des horizons nouveaux, il réalisa une table solide, des chaises confortables, des étagères ingénieuses. Les surfaces polies reflétaient la flamme du foyer. Chaque objet ajoutait un peu de beauté à son univers. Cette quête de beauté devint un besoin aussi vital que la nourriture. Il apprit que l'esthétique pouvait nourrir l'âme autant que le corps. Ses doigts, autrefois guidés par la survie, travaillaient désormais par amour de la forme et de l'équilibre. Les angles, les proportions, les lignes simples de ses créations traduisaient une harmonie retrouvée entre l'homme et la nature. La cabane n'était plus un refuge, elle était devenue une œuvre vivante. Ses réserves témoignaient de sa confiance nouvelle, planches surélevées pour protéger les vivres de l'humidité, récipients hermétiques contre le froid et les rongeurs, organisation méthodique des outils et des semences. Cette prévoyance était la marque d'un esprit apaisé. Conscient que l'avenir pouvait se bâtir, non se craindre. La montagne, en retour, semblait reconnaître cette paix. Des oiseaux vinrent nicher près de la cabane, attirés par la sécurité de cet espace. Des écureuils, des lièvres et même des renards approchaient sans crainte. Autour de lui s'installa un écosystème vibrant, une respiration commune entre l'homme et le sauvage. Le soir, ses rituels avaient changé. Autrefois centrés sur la survie, entretenir le feu, réparer les outils, vérifier les pièges, il s'était enrichi de moments d'esprit. Il lisait les quelques livres que le voyageur avait laissés. Il écrivait, aussi des notes, des réflexions, parfois des récits. Ces mots, gravés dans le silence du soir, traçaient le fil d'une existence nouvelle. Non plus une lutte, mais une alliance. Dans ce calme profond, il comprit que la véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans l'accord parfait entre la volonté humaine et le rythme du monde. Là, au cœur de la montagne, il n'était plus un enfant perdu. Il était devenu un homme qui avait trouvé sa place. La prise de conscience qu'il ne faisait plus simplement survivre, mais qu'il vivait pleinement, apporta au jeune garçon une satisfaction plus profonde que tout ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. Ce qui avait commencé comme une adaptation désespérée à l'abandon s'était transformé en un choix conscient, celui de vivre selon des principes et des rythmes qui résonnaient plus authentiquement que tout ce que la civilisation avait jamais pu lui offrir. La montagne n'était plus son ennemi. Elle était devenue sa compagne, son alliée silencieuse dans la création d'une existence empreinte de sens et de dignité. Sur le mur principal de sa cabane élargie, une poutre d'un chêne frappé par la foudre dominait l'espace. Longue et fendue en son centre, elle restait pourtant solide, symbole de la violence de la tempête d'été, mais aussi de la force qui peut surgir de la destruction. Plutôt que de rejeter ce bois marqué par la colère du ciel, il l'avait intégré à sa construction, comprenant que les cicatrices, lorsqu'on les accepte et qu'on les renforce, deviennent des sources de puissance et de beauté. La tempête. Ce jour-là, l'après-midi semblait idéal pour le travail extérieur. Le ciel était d'un bleu limpide, et le garçon fendait du bois derrière sa cabane lorsque les premiers grondements lointains résonnèrent entre les pics. En quelques minutes, la lumière s'assombrit. Un vert noir inquiétant envahit l'horizon, et le vent se leva soudain, brutal et froid, soulevant feuilles et poussière en spirale. Il reconnut immédiatement ces signes. Des mois d'observation avaient affûté son instinct, la montagne se préparait à libérer toute sa fureur. Ce n'était pas l'approche lente et prévisible d'un orage ordinaire. C'était une déferlante de puissance brute. Un rappel que la nature ne négocie pas, qu'elle exige respect et humilité. Les premiers éclairs déchirèrent le ciel comme des veines de lumière à l'intérieur des nuages. Les grondements devinrent explosion. Le tonnerre se rapprochait, chaque intervalle entre la lumière et le son se rétrécissant jusqu'à devenir presque simultané. Puis, la foudre frappa à 50 mètres de la cabane. Un pin gigantesque. Le tronc éclata littéralement, projetant des éclats de bois brûlant dans toutes les directions. Le bruit fut celui du monde qui se fendait en deux. Le garçon, aveuglé, sentit le sol trembler sous lui, son cœur battre à toute allure, et dans l'air, l'odeur métallique et brûlante de l'ozone annonçait la proximité mortelle de l'électricité. La pluie s'abattit soudain. Non pas en gouttes, mais en torrents, poussés par des rafales qui pliaient les arbres jusqu'à la limite de la rupture. Il eut à peine le temps de regagner la cabane avant d'être trempé jusqu'aux os. À l'intérieur, l'orage semblait vouloir percer le toit.
Le martèlement de la pluie sur les couches d'écorce de bouleau résonnait comme une bataille entre les éléments et son ouvrage. C'est alors que la foudre tomba une seconde fois. Le feu dans la cabane. Une lumière blanche, aveuglante, éclata dans la pièce, transformant la nuit en midi. Un instant plus tard, un bruit sourd, venu de l'intérieur de sa tête, le laissa sourd et étourdi. La décharge avait frappé la poutre maîtresse en chêne, celle-là même qui deviendrait plus tard le symbole de sa reconstruction. Le bois s'était fendu sur toute sa longueur, mais la structure tenait encore, par miracle. Le garçon se retrouva au sol, hébété, le bourdonnement du tonnerre résonnant dans son crâne. L'air empestait la fumée et la résine brûlée. De petites flammes léchaient déjà certaines parties de la charpente. Malgré la confusion, il agit avec une précision instinctive. Puisant dans ses réserves d'eau, lançant de la terre sur les braises, il étouffa chaque départ de feu avant qu'il ne détruise le fruit de tant de mois de travail. Dehors, le vent hurlait toujours, la pluie martelait. Sans relâche. La nuit fut interminable. La montagne rugissait comme un animal en colère. Il resta éveillé, veillant sur la cabane comme un capitaine sur son navire en pleine tempête, guettant chaque craquement suspect, prêt à intervenir. L'aube après le chaos. Au matin, le silence revint, pesant et sacré. Le paysage qu'il découvrit semblait à la fois ravagé et renouvelé. Des dizaines d'arbres gisaient à terre, leurs troncs éclatés par la foudre ou déracinés par le vent. Des clairières nouvelles s'ouvraient là où la forêt était impénétrable la veille. L'eau ruisselait entre des lits de feuilles, sculptant des chemins inédits dans la terre humide. Le monde avait changé en une seule nuit. Sa cabane, étonnamment, avait tenu bon. Le chêne fendu témoignait de la violence subie, mais l'abri restait debout, stoïque comme lui. Il prit la décision de ne pas remplacer la poutre, il la renforcerait. Il ajouta des supports, ajusta la charpente, transformant la cicatrice du bois en partie intégrante du design. Le résultat était non seulement plus solide qu'avant, mais portait une beauté symbolique, celle de la résilience. La montagne, lui, avait lancé un défi. Il l'avait relevé. Et dans cette victoire silencieuse, il découvrit un sentiment d'appartenance absolue. Reconstruction et renaissance. Les arbres tombés lui fournirent une richesse insoupçonnée. Le bois fraîchement abattu, plus tendre acier, lui permit d'agrandir son espace, de renforcer le toit, et même de préparer un petit jardin dans une nouvelle clairière. Là où la tempête avait détruit, elle avait aussi ouvert des possibilités, davantage de lumière, plus d'accès à l'eau, un terrain propice à la culture. Ce n'était pas qu'une reconstruction matérielle, mais une métamorphose intérieure. Avoir survécu à une démonstration aussi violente de la nature lui donna une confiance nouvelle. Il n'était plus un enfant perdu. Il était devenu un habitant légitime de la montagne. Il savait maintenant que même les forces les plus terrifiantes pouvaient être affrontées, comprises, et transformées en croissance. Le journal de la transformation. Sur la table de bois brut, son journal reposait, ouvert. Les pages de peau de cerf et d'écorce de bouleau portaient les traces d'une année entière de vie sauvage. Il y consignait tout. Chaque découverte, chaque échec, chaque triomphe. Au début, c'était un simple moyen de tromper la solitude pendant les longues soirées d'hiver. Peu à peu, cela devint bien davantage. Le récit complet d'une transformation humaine. Un an jour pour jour s'était écoulé depuis que l'expédition de son oncle Jim l'avait laissé ici, seul, avec des promesses creuses. L'enfant abandonné n'existait plus, sinon dans la mémoire. À sa place se tenait un jeune homme forgé par la montagne, par le froid, par la peur, et par la persévérance. Ces notes témoignaient de cette évolution. Les premières pages racontaient la lutte désespérée pour allumer un feu, les abris fragiles qui fuyaient à la moindre pluie, et la terreur constante de mourir de faim. Les pages récentes, elles, respiraient la maîtrise. Il y décrivait avec minutie les comportements des animaux, les cycles des saisons, les signes avant-coureurs des changements de temps. Il écrivait sur la fabrication d'outils, la conservation de la viande, la construction de pièges et d'abris. Ces mots, d'abord maladroits, étaient devenus précis, riches, presque poétiques. L'écriture elle-même reflétait la maturité acquise. Chaque phrase semblait gravée avec la même patience que celle qu'il mettait à tailler le bois ou à préparer la pierre. Préparer l'hiver, autrement. Cette fois, il n'affrontait pas
L'hiver avec la peur. Il le préparait avec sagesse. Il savait combien de bois il lui faudrait, combien de nourriture il devait stocker, quels abords renforcer avant la neige. Sa fumaison était devenue un art, la viande séchée pouvait durer des mois, préservée par la fumée et le sel. Il avait creusé dans la pente une cave racines où légumes, noix et racines se conservaient dans une fraîcheur constante. Des récipients hermétiques, fabriqués avec soin, le protégeaient de l'humidité et des rongeurs. Son rapport à la nature avait changé, il ne l'observait plus seulement. Il vivait selon elle. Il savait lire les nuages, anticiper les vents, reconnaître dans le vol des oiseaux ou le silence soudain des insectes les signes d'une pluie imminente. Les bourgeons. Les migrations, la pousse des herbes constituaient désormais un calendrier plus fiable que n'importe quelle horloge. La paix retrouvée. Un soir, alors que le soleil couchant embrasait les montagnes. D'une lumière dorée, il s'assit devant sa cabane et regarda le paysage transformé. Là où régnait autrefois la peur et le manque, il ressentait une paix profonde, presque sacrée. Chaque cicatrice sur les arbres, sur la poutre, sur lui-même racontait une histoire de survie devenue sagesse. Il comprit alors que la vraie victoire n'était pas d'avoir résisté à la montagne, mais d'avoir appris à en faire partie. Et dans le silence de cette fin de jour, tandis qu'un vent doux faisait frémir les branches réparées, il sourit. Car pour la première fois, il ne se sentait plus seul dans la nature. Il était de la nature. Le retour du fils de la montagne. La cabane, jadis simple refuge de fortune dressé à la hâte contre le froid et la peur, s'était métamorphosée au fil des saisons en un véritable foyer. Autour d'elle, un petit domaine avait pris forme, un atelier, une cave enracinée dans la terre comme un organe vital, un fumoir d'où s'élevait parfois un fil de fumée bleutée. Et des bâtiments auxiliaires qui répondaient chacun à une fonction précise. Ce n'était plus un abri d'urgence, mais une demeure issue du travail patient d'un être qui avait appris à vivre en harmonie avec les lois de la nature. Dans le jardin, la terre fertile rendait au centuple les soins qu'il lui avait prodigués. Les parcelles potagères avaient offert tant de légumes que l'excédent, soigneusement séchés ou mis en conserve, lui permettait désormais d'envisager les saisons futures sans crainte. Il avait même commencé à sélectionner et à stocker des graines, promesses silencieuses d'un avenir qu'il se savait désormais capable de bâtir. L'arsenal d'outils qu'il possédait racontait lui aussi son évolution. Ce qui avait commencé avec quelques instruments rudimentaires, forgés de briques et de brocs à partir d'objets trouvés ou réparés, s'était transformé en une collection de pièces raffinées, couteaux spécialisés, instruments de mesure, outils de construction. Mais aussi outils d'artiste. Ces derniers, fruits d'une curiosité nouvelle, lui permettaient de sculpter, graver ou ciseler la matière comme pour inscrire dans le bois et la pierre le récit de son apprentissage. Chaque outil portait en lui une leçon apprise, chaque marque d'usure une victoire remportée sur l'inertie ou l'ignorance. Pourtant, plus encore que ses réalisations matérielles. C'était la métamorphose intérieure qui marquait la véritable victoire. L'enfant tremblant qui s'était autrefois réfugié sous un abri de branches, terrorisé par la première tempête d'hiver, avait disparu. À sa place se tenait un jeune homme pour qui les épreuves n'étaient plus des menaces, mais des occasions de grandir. Les défis n'éveillaient plus la peur, mais la curiosité. La solitude n'était plus un fardeau, mais un espace de liberté. La confiance née de ses propres accomplissements avait remplacé l'anxiété qui autrefois l'étouffait. Sa décision de demeurer dans la montagne n'était plus dictée par la nécessité, mais par le choix conscient d'une existence plus vraie. Ce que le monde civilisé appelait confort lui semblait désormais prison, dépendre d'autrui pour se nourrir, se loger, ou simplement exister, lui paraissait une forme d'emprisonnement volontaire. Il avait goûté à la souveraineté de la vie autonome, et rien ne pouvait égaler cette sensation d'être à la fois maître et serviteur de son propre destin. Cette autonomie avait aussi révélé des talents qu'il n'aurait jamais imaginé posséder, savoir diriger des projets complexes, trouver des solutions sous la pression, maintenir son sang-froid lorsque tout semblait perdu. Ces aptitudes, forgées dans le feu de la nécessité, s'étaient muées en qualité de leadership naturel. Profonde, silencieuse. Il comprit que la montagne lui avait donné plus qu'un abri, elle lui avait enseigné à se gouverner lui-même. De tout ce qu'il avait accompli, rien n'égalait la satisfaction d'avoir bâti, à partir du néant, une vie complète. Chaque objet de son quotidien, son toit, sa nourriture, ses vêtements,
ces outils étaient le fruit direct de sa volonté. Rien n'avait été donné. Tout avait été conquis par l'effort et la persévérance. Cette authenticité conférait à la moindre tâche une valeur que le monde moderne semblait avoir oubliée. Même fendre du bois ou réparer un outil devenait un acte sacré, une affirmation de liberté. Le soir, près du feu, lorsqu'il contemplait la flamme danser sur les parois de la cabane, il se laissait aller à la gratitude. Les souvenirs affluaient, les nuits de peur, les tempêtes, la faim, la solitude. Mais loin de les maudire, il les remerciait. Car c'était d'elle que provenaient sa force et sa sagesse. La montagne avait été un maître sévère, mais juste. Et elle lui avait révélé un être qu'il n'aurait jamais découvert autrement. Autour de son cou pendait un médaillon de bois qu'il avait sculpté lui-même, suspendu à un cordon de cuir tanné de ses mains. Sur sa surface, les symboles racontaient toute son histoire, une montagne gravée en relief, un cœur d'où s'élevait un pin, et des lignes ondulantes représentant le vent et le temps. Ce talisman était à la fois prière et promesse, l'union de son humanité et de la nature qu'il avait façonnée. Il l'avait sculpté au cours des longues soirées de son deuxième hiver. Quand les vents hurlaient dehors et que la chaleur du feu semblait le seul lien entre la vie et la mort. C'était son blason, le sceau de sa renaissance. 2 années avaient passé depuis le jour où l'expédition de son oncle Jim l'avait abandonné à son sort. L'enfant fragile jugé, trop faible pour la montagne, était devenu un homme dont les capacités étonneraient quiconque se souvenait de lui. Et pourtant, un appel intérieur grandissait, le besoin de revoir le monde qu'il avait quitté, de mesurer la distance entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Le retour vers la civilisation s'imposait, non comme une fuite, mais comme une exploration de soi. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un départ improvisé dicté par la peur, mais d'une expédition soigneusement planifiée. Il dressa des cartes mentales, établit des caches de ravitaillement à intervalles réguliers, provisions, outils, matériel d'urgence. Chaque cache était enterrée près d'un repère naturel qu'il saurait reconnaître, même après les changements de saison. Si jamais la société lui devenait insupportable, il pourrait regagner la montagne, refuge éternel, à l'aide de ses balises discrètes. Lorsque vint le jour du départ, une tristesse profonde l'envahit. Chaque recoin de sa vallée lui semblait habité d'une présence familière, la cabane bâtie de ses mains, le jardin qui symbolisait l'abondance conquise sur la pénurie, l'atelier où il avait appris la patience et la précision. Tout cela n'était pas seulement son œuvre, c'était une part de lui-même. S'en éloigner revenait à se déchirer intérieurement. Le sentier qu'il suivait serpentait entre les pins et les rochers, les mêmes qu'il avait foulés tant de fois en chassant ou en explorant. Mais jamais encore il ne les avait parcouru dans cette direction, celle qui descendait vers les hommes. À chaque pas, il sentait la montagne s'éloigner, et avec elle le silence, la pureté, la vérité. Pourtant, il avançait. Le cœur partagé entre gratitude et appréhension. Des ombres le suivaient à distance, les loups, compagnons autrefois redoutés, l'accompagnaient comme une garde d'honneur. Il semblait comprendre qu'il s'agissait d'un adieu. Les oiseaux tournoyaient au-dessus de lui, leurs cris se mêlant au murmure du vent. La nature entière semblait témoigner de son départ, comme si elle lui rendait hommage. Les premiers signes de la civilisation apparurent peu à peu, des tronçons de routes forestières, de vieilles machines rouillées, des clôtures rongées par le temps. Ces vestiges humains lui parurent étrangers, presque intrusifs. Après 2 ans passés dans un monde régi par les lois du ciel et de la terre, ces traces d'organisation artificielle avaient quelque chose de froid, d'inanimé. Et pourtant, elles éveillaient en lui une nostalgie confuse, comme le souvenir d'un rêve ancien. Lorsqu'il atteignit enfin la ville, le choc fut brutal. Les sons, les odeurs, les couleurs. Tout semblait trop fort, trop rapide. Les moteurs rugissaient, les voix s'entrechoquaient, les lumières blessaient ses yeux habitués à la douceur du feu et de la lune. Les lignes droites des rues. Les angles parfaits des maisons, tout cela lui paraissait contre nature. Il avançait comme un visiteur venu d'un autre monde. Sa famille, lorsqu'elle le vit franchir le seuil, resta pétrifiée. Ils avaient pleuré sa mort, tenu une cérémonie, appris à vivre avec l'absence. Le voir réapparaître, vivant, fort, transformé, relevait du miracle. Les larmes se mêlèrent aux rires. Les étreintes aux exclamations incrédules. Il fallut des heures pour qu'ils acceptent ce qu'ils voyaient. Puis vint le moment du récit.
Il leur parla des hivers glacials, des feux qu'il avait allumés. Seuls, des bêtes qu'il avait apprivoisées, des récoltes, des tempêtes, des outils qu'il avait créés à partir de rien. Ils écoutaient, fascinés, mais aussi déroutés. Comment concevoir qu'un enfant fragile ait survécu, grandi, et triomphé là où tant d'hommes auraient péri? Ils voyaient dans leurs yeux la confusion, la lutte intérieure entre admiration et incompréhension. Pour eux, le monde civilisé était sécurité, pour lui, il n'était plus qu'illusion. Il comprit alors que la barrière entre ces deux univers était plus haute qu'aucune montagne. Finalement, il choisit la voie du juste équilibre. L'été, il retournerait dans les hauteurs, entre les pins et les torrents, pour cultiver son indépendance et entretenir les compétences forgées dans la solitude. L'hiver, il reviendrait parmi les hommes, non pour se soumettre à leurs règles, mais pour apprendre, partager, et se rappeler d'où il venait. Cette alternance serait son pont entre deux mondes. Le fil invisible qui relierait ces deux identités. Le dernier matin avant son départ, l'air d'automne avait cette clarté dorée qui annonce les premiers froids. Sa famille l'accompagna jusqu'au pied du sentier. Ils ne le retenaient plus, ils le bénissaient. Ils avaient compris que leur fils n'avait pas été perdu, mais trouvé. Il ne fuyait pas la société, il retournait vers la vérité. Le médaillon qu'il portait autour du cou brilla sous les rayons du soleil levant. Il épaula son sac, inspira profondément, et fit le premier pas vers le sentier qui remontait vers son royaume de pierre et de silence. Derrière lui s'étendait un monde d'artifices, de confort et de règles. Devant lui, la promesse d'une vie libre, exigeante et vraie. Il comprit alors que la maison n'est pas un lieu qu'on reçoit, c'est un monde qu'on construit. La montagne ne l'avait pas simplement transformé, elle l'avait révélé. Et l'enfant abandonné, en apprenant à survivre, avait découvert la plus belle des vérités, qu'un abandon peut devenir une délivrance, quand on le regarde avec courage et persévérance.